Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien oui, il est 13h04, vous êtes sur l'excellente Sud Radio, la vraie radio libre, et c'est pour ça que nous avons Philippe Bilger avec nous. Vous pouvez l'appeler, c'est un ancien magistrat du parquet, mais il n'a pas peur de répondre aux questions. On va le mettre un petit peu en examen, vous et moi, en appelant au 0826 300 300. Merci Philippe Bilger d'avoir accepté d'être sur ce. Vous êtes une des stars de cette antenne et d'autres plateaux de télévision et de stations de radio, parce que vous avez décidé de vous exprimer, de témoigner d'abord de votre grande expérience de magistrat, d'homme de loi, et ensuite vous êtes un observateur hors pair de notre vie politique, avec des analyses, des approches, des prises de position originales, courageuses, souvent polémiques. Voilà, on n'est pas forcément toujours d'accord avec vous, mais vous les dites avec conviction et sincérité. Et ça, c'est peut-être propre à un procureur qui est obligé de requérir. Il peut pas inventer. Il est obligé d'être dans la vérité. Il peut se tromper, mais il est dans la sincérité. Je voudrais que nous commencions cet échange d'une heure. Je n'ai pas pris une note, j'ai pas préparé. Je vous fais confiance pour conduire ce débat. Ça va être encore mieux. Je vais vous mettre au sens littéral du terme en examen, parce que il faut vous examiner. C'est tout ce que vous avez dit depuis tant d'années. Vous êtes, j'allais dire, vous êtes un ténor du parquet. Alors pas chez Saint-Maclou et le roi Merlin. Je parle bien du parquet, celui qui correspond au siège. Voilà. C'est curieux les termes parquet et siège. On comprend très bien. Parquet parce qu'on est debout, siège parce qu'on est assis. Je voudrais commencer par parler d'un monsieur qui me semble digne de respect, qui s'appelle Joseph Bilger, qui était votre papa, qui a connu la période de pas d'occupation, de l'attachement de l'Alsace-Moselle après la guerre de 1870 à Versailles. Bismarck et l'empereur d'Allemagne récemment créé rattachent les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et le département de la Moselle, qui est une partie de la Lorraine, au Reich. Ça devient un Länder. Un Länder, ça veut dire que c'est un territoire avec des représentants, avec des parlementaires qui vont siéger au Reichstag, et cette vie démocratique qui dure depuis 1870 jusqu'à 1918, eh bien quand la France récupère l'Alsace et la Lorraine, que Georges Clemenceau et Poincaré rentrent dans Strasbourg, ils refusent de recevoir les représentants démocratiquement élus de l'Alsace et de la Moselle qui venaient se présenter à eux comme représentants du peuple alsacien. C'est un épisode un petit peu, on l'a occulté totalement. Évidemment, ils étaient très considérés comme des collabos, mais ils ne faisaient que représenter les institutions mises en place par l'Allemagne pour représenter les citoyens et les citoyennes d'Alsace. Absolument. Alors, mon cher Péricot, vous commencez, je dirais, par le sujet pour moi le plus sensible. Combien de fois j'ai senti partout l'expression libre existait, des reproches, voire des opprobres, voire des calomnies sur le rapport que j'avais pu entretenir avec mon père. Et le paradoxe, c'est que plus notre société est gangrenée par l'inculture historique, plus elle a des jugements définitifs. En réalité, le rapport que j'ai entretenu avec mon père et avec son souvenir est très chahuté, très ambigu, très équivoque. En réalité, longtemps, je ne percevais, je n'appréhendais que le militant politique. Pour des raisons personnelles, j'avais laissé de côté le père. Et en fait, sous l'influence de mon épouse, un jour, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je fonctionne en quelque sorte sur mes deux pieds. Il y avait le militant Joseph Bilger qui a connu des moments très difficiles, voire douloureux, mais qui n'était pas autonomiste. Et puis, peu à peu, j'ai réintroduit dans mon être le père. Et notamment quand un jour on m'a demandé mais pourquoi est-ce que vous respectez même les accusés contre lesquels vous allez requérir la perpétuité? Et j'ai compris qu'à ce moment-là, probablement, j'avais dans la tête l'image de mon père et de la condamnation qu'il avait subie et dont j'ai toujours
considérais qu'elle était injuste. Et donc, je traitais les accusés, même ayant commis le pire, comme naturellement des réprouvés contre lesquels, bien sûr, j'avais aussi le devoir de requérir souvent la peine maximale. Il y a eu des injustices après les guerres, au moment des règlements de compte, quand la loi du vainqueur arrive dans sa brutalité, quelquefois, même si elle est légitime, et tant mieux si c'est le camp de la liberté et de la démocratie qui a gagné. J'avais un ami journaliste que vous connaissez de réputation, mais je ne vais pas le citer, dont le prof de mathématiques avait été résistant, mais il avait été obligé de jouer le double jeu pendant la guerre de 40-45, il a été fusillé. Voilà, alors qu'on avait prouvé que c'était un résistant. Et ce jour-là, notre collègue journaliste, il a dit « Je ne voterai plus jamais, je ne crois plus dans les institutions de République ». Il y a eu de graves erreurs. Oui, alors heureusement, ma mère était une femme extraordinaire qui, si je l'avais davantage écoutée, je n'aurais pas seulement des bribes de souvenirs sur cette période très... Vous l'avez connu, votre papa, vous l'avez... Oui, mais à partir de l'âge de 14 ans, oui, je ne l'ai plus vu. D'accord. Et j'ai mis du temps pour, comme je viens de le dire, pour le réintroduire dans ma vie personnelle. Et évidemment, pour me stabiliser moi-même. Et donc, à l'heure actuelle, je l'ai dit tout à l'heure, je suis frappé par cette inculture historique qui n'hésite pas à être d'autant plus expéditive dans ses jugements, c'est lamentable. Alors vous êtes né à Metz, c'est une ville merveilleuse. J'ai une passion pour Metz. Grande cité lorraine, Nancy est la capitale administrative de la région, mais Metz est la ville historique, la gare de Metz, et les souvenirs de cette période 1870-1918 sur le plan architectural prouvent qu'il y a une culture germanique très forte. Les Lorrains, c'est la Lotharingie. Voilà, c'est une entité européenne. Et je dis que l'Europe est peut-être née dans ce concept de la fameuse Lotharingie de Lothaire. D'où mon troisième prénom, Lothaire. Lothaire, voilà. Et Lothaire, finalement, aujourd'hui, l'Union européenne, c'est la continuité de cette jonction entre le Saint-Empire romain germanique, la France chrétienne, le royaume, et on a fait finalement cette Europe qui fonctionne tant bien que mal. Mais Metz est l'endroit où ça peut de naissance. Voilà, je suis resté, j'ai des souvenirs encore une fois très flous là-dessus. Jusqu'à Metz, je suis resté jusqu'à l'âge de 2 ans. Vous y repartez quelquefois Non, j'y suis allé pour me faire des conférences aux Républicains lorrains, conférences qui s'est terminée par d'excellents déjeuners dans les restaurants du coin. Voilà. Je confirme. Et donc après, il y a eu l'Alsace, ma mère était née à Innersheim, mon père appartenait au Sundgau profond, près de la Suisse, et moi-même, enfin, j'ai passé un certain nombre d'années dans le Loiret, dans un collège à Montargis, et puis ensuite ça a été Paris, et ce qui m'a beaucoup plu, c'était une formule de ma mère qui, à ceux qui affirmaient que nous étions des parvenus parce qu'elle avait restauré une fortune grâce à son travail fabuleux comme première femme importatrice de machines agricoles, elle disait nous ne sommes pas des parvenus, nous sommes des revenus en quelque sorte, puisque elle a restauré grâce à son génie des affaires alors qu'elle ne voulait pas être dans les affaires. On réussit parfois le mieux dans les exercices professionnels pour lesquels on croyait ne pas être fait. Très beau symbole sociologique, un revenu. Voilà. On revient, bien sûr, sur la base de valeurs, sur la base de principes, avec du courage certainement. Et puis avec une évolution, Paris... une chambre, d'abord, rue de Mogador, ensuite un petit appartement, rue de la Rochefoucauld, ensuite un plus grand appartement, rue Condorcet, la télévision quand j'ai 18 ans, des Noëls très frustes, très pauvres, mais très chaleureux, une vie qui s'est élevée grâce à ma mère, profondément. Donc vous connaissez toutes les facettes de la diversité sociale, sans avoir mangé de la vache enragée, vous savez ce qu'est avoir des revenus modestes. C'est pour ça, mon cher Péricot, que j'ai... certes, on abuse parfois du mot peuple, j'entends bien que je n'en suis pas propriétaire, mais c'est pour ça que j'ai le plus grand respect
pour, j'allais dire, les valeurs, les vertus, toute cette simplicité, cette chaleur humaine du peuple, et qui n'appelle pas nécessairement une hostilité systématique à l'égard des élites. Et des racines, Philippe Bilger, des racines chrétiennes, des valeurs philosophiques qui conforment à notre civilisation et qui vous ont aidé à devenir ce que vous êtes, ce qui vous a permis de faire une jolie vie. J'aime beaucoup cette phrase de Gide, obtiens-toi. Bon, eh bien, on va vous obtenir, on va faire... Voilà, dans quelques instants, on nous appelle au 0826 300 300. Emmanuel Galassou prendra votre appel et Philippe Bilger n'aura aucune crainte à répondre aux plus audacieuses de vos questions. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Et vous êtes toujours avec Perico Légas et surtout vous êtes avec Philippe Bilger. Monsieur l'avocat général, je peux vous appeler procureur ou avocat général, vous avez été ? Quitte à plutôt avocat général. Monsieur l'avocat général, auprès de la cour d'assises, de la cour d'appel. À la fois de la cour d'appel de Paris et donc avocat général à la cour d'assises de Paris. Alors, précisément, c'est sur ce terrain-là que je veux aller. Je voudrais un petit cours de droit pour les auditeurs entendent régulièrement les termes parquet, siège, président de cour d'appel, président de cour d'assises, le parquet, le ministère public, l'avocat général, le procureur. Pouvez-vous nous donner rapidement, la description du rôle? Alors, le siège, c'est les juges qui jugent. En gros, alors, si on reste dans la matière pénale, bien sûr, il y a les juges qui jugent, qui siègent, qui sont assis et qui... En leur âme et conscience, en fonction du droit. Indépendants par principe. Ils le sont vraiment ou non? Je l'espère. Parler librement. Oui, je crois que objectivement, le siège est indépendant, d'autant plus que nous avons aujourd'hui un pouvoir politique qui, au moins officiellement, n'intervient plus sur les délibérations des juges. Ils peuvent se tromper, bien sûr. La justice est humaine. Mais en gros, ils sont indépendants. Et de l'autre côté, on a donc le parquet. Ce sont les magistrats qui poursuivent au nom du peuple français. Et quand j'avais à définir ma fonction, plutôt que de dire que je défendais l'intérêt social, je disais que j'étais l'avocat de tous les citoyens, en quelque sorte, et que par ma voix, j'espère la moins médiocre possible, nous aboutissions devant les cours d'assises à des décisions, des arrêts de condamnation ou d'acquittement si le doute était important. Alors, les magistrats du siège jugent en leur âme et conscience en fonction de leur connaissance du droit, mais bien sûr en fonction aussi de leurs valeurs personnelles. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et on juge en droit. En face, il y a le parquet, donc le ministère public. Fouquier-Tinville portait le titre d'accusateur public. C'est très violent. Est-ce que pour autant, un magistrat du parquet est tenu, j'allais dire, de requérir et d'accuser systématiquement, ou un représentant du parquet peut dire mais je suis désolé, les charges ne sont pas très lourdes, ou voilà, l'inculpation, parce qu'on parlait d'inculpation, aujourd'hui mise en examen, eh ben je vois pas pourquoi cette personne est dans le prétoire. Je n'ai supporté la magistrature et l'institution judiciaire que parce que d'abord je ne les voulais pas. Et ensuite parce que pour les supporter, j'ai toujours dû les adapter à ce que j'étais. Et donc je peux dire que dans ma carrière d'avocat général, puisque j'ai commencé, mon premier poste était juge d'instruction à Lille, mais plus de 20 ans à la cour d'assises de Paris, j'ai toujours requis ce que je pensais, et donc naturellement, la plupart du temps, lorsque la culpabilité est démontrée, je requérais une peine, mais j'ai requis un certain nombre d'acquittements, non pas parce que j'aurais découvert miraculeusement dans le box un innocent, je n'ai jamais connu le coup de théâtre à la Monte Cristo, mais parce qu'il y avait des causes sur lesquelles le doute était trop important pour que je puisse requérir une condamnation. Donc vous pouvez me jurer que vous n'avez jamais quelquefois accusé pour le principe qu'il fallait accuser. Jamais. En ce sens-là, je crois n'avoir jamais commis d'erreur judiciaire, c'est-à-dire faire condamner quelqu'un alors que le coupable se trouvait ailleurs, mais parfois j'ai commis
c'est évident, des erreurs, d'interprétation. J'ai donné trop d'importance à tel aspect contre tel autre, mais ça, c'est en quelque sorte l'inévitable rançon d'une liberté personnelle. Vous convenez que vous avez pu commettre des erreurs d'appréciation en toute bonne foi, en toute honnêteté intellectuelle et juridique. L'appel sert à ça. Oui, alors ça n'était même pas des erreurs qui, me semble-t-il, concernaient, je dirais, la sanction que je requérais. C'était plutôt dans l'analyse des ressorts criminels. Quand j'ai eu l'affaire Brunerie qui a cherché à assassiner Chirac, Jacques Chirac... Oui, sur les Champs-Élysées, il avait un coup de fusil. Voilà. J'ai sans doute sous-estimé la part identitaire en développant trop la formation intellectuelle. Mais tout cela généralement n'a jamais porté préjudice à la sanction. La faute reste la même. Que la motivation ait été... Non, je voulais vous dire, quelquefois, il y a des faisceaux de présomption, pour utiliser les formules consacrées, qui sont massives, et pour autant... on apprend ensuite que l'inculpé, que le mis en examen n'était pas coupable. Malgré parce que il y a aussi un paradoxe là. Vous faites allusion, enfin, me semble-t-il, Perico Légas à quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Oui. C'est le paradoxe français. À la fois, on est très heureux que l'aveu ne soit plus la reine des preuves, mais en réalité, lorsqu'on appréhende les jugements ou les arrêts, on continue à faire comme si l'aveu était la seule preuve. Et quand il n'y a pas d'aveu, eh bien, on a du mal à convaincre qu'il peut y avoir d'autres preuves, des présomptions pas forcément périphériques. Ça n'est pas l'aveu, mais elles sont tout de même impressionnantes et parfois accablantes. Alors, on va poser les pieds un petit peu plus profondément sur le parquet. Est-ce que vous requérez, est-ce qu'un représentant du ministère public, un avocat général, un procureur de la République, est-ce que vous requérez, on va dire que les juges du siège sont en totale indépendance, est-ce que vous requérez toujours librement, en votre âme et conscience, de représentants du ministère public, ou est-ce qu'au parquet on peut recevoir quelques instructions de la chancellerie ou d'autorités supérieures? Alors dans ma pratique judiciaire, et en réalité, c'est parce que ma nature, bien avant d'être magistrat, ne supportait pas la moindre injonction. Mais ça peut arriver. Mais de la part de qui? Du procureur général qui peut vous dire, n'est-ce pas, monsieur, nous sommes d'accord? Bien sûr. J'ai eu la grande chance, je peux dire en totale sincérité que je n'ai jamais eu un ordre direct dans les réquisitions que je prenais. Mais et le jour où j'ai senti parfois une tentative de me donner une ligne directrice, je répondais: mais comment voulez-vous que je vous dise ce que je vais requérir à la fin de l'audience, puisque précisément je vais attendre la fin des débats pour savoir ce que je vais décider de requérir. Et donc, autant quand j'étais jeune, c'était difficile à faire admettre, mais ensuite, on connaissait le caractère de Philippe Bilger, pardon d'utiliser cette troisième personne pompeuse. Vous êtes là pour ça. Et donc, à partir de là, le problème a été réglé. Mais je n'ai jamais connu d'injonction, et de toute manière, les aurais-je connues, je peux dire sans présomption que j'y aurais résisté. Mais elles ont pu exister, et peut-être qu'elles y existent encore. Est-ce que la chancellerie, quelque part, le garde des Sceaux, est dans son rôle de... Qu'est-ce qu'il peut donner? Un avis, une suggestion? Je dirais qu'il ne le fait plus, objectivement. On va dire que ça existait à une époque où... Voilà, on a enfin un grand garde des Sceaux. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'en avait plus. Eh bien, Gérald Darmanin ne donne jamais d'avis direct, mais par le biais, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un procureur général ou d'un procureur, des conseils, des avertissements peuvent être donnés, des suggestions. Mais il faut faire attention à ce que ces suggestions ne soient pas une manière subtile de vous donner des ordres. Est-ce que Badinter a pu en donner? Peut-être. Sûrement.
Jean Le Canuet, Jean Foyer. Ah ben bien sûr. À l'époque, c'était un autre système judiciaire où les magistrats étaient beaucoup moins rétifs à leur souci d'être indépendants. Et puis chacun a son caractère. De la même manière que vous n'êtes pas que des péricots légales dans la journalisme ou ailleurs, je dirais chacun a sa force et sa faiblesse. En tout cas, ce qui m'a toujours obsédé et créé des problèmes, c'est mon envie frénétique de liberté et mon exigence de sincérité qui m'a créé parfois plus de problèmes que d'avantages. Quand Jean Foyer, qui est un des auteurs de la Constitution d'octobre 1958, et qui est garde des Sceaux du général de Gaulle, et quand le général de Gaulle décide de formuler pouvoir législatif, pouvoir exécutif, autorité judiciaire. Pourquoi cette nuance sémantique? Non pas pouvoir, mais autorité. Mais parce que je crois qu'il considérait, Jean Foyer, et bien sûr au-dessus le général de Gaulle, qu'il ne fallait pas donner, fût-ce par le verbe, une importance trop considérable à l'institution judiciaire. Mais merci pour cette question. En réalité, je n'aurais pas l'intention, et je n'en ai jamais eu le désir, de débattre de l'autorité ou du pouvoir judiciaire. C'est comme si on discutait du sexe des anges. Quel que soit le nom, nous avons à démontrer qui nous sommes et ce que nous valons. Mais vous convenez que certains magistrats se croient dotés du pouvoir judiciaire et non pas d'autorité judiciaire. Ça ne me gêne pas, cela, Péricot. Non, mais je vous demande si c'est le cas. Oui, il y a des sûrement, mais ça me gêne uniquement à partir du moment où ils se réfugient derrière le nom pour ne pas démontrer l'effectivité de leur rôle. Autorité ou pouvoir, de toute manière, on a à démontrer ce qu'on vaut. Bon. Comme l'avocat n'est pas génial parce qu'il appartient au barreau, il l'est quand, miraculeusement, sa pratique le démontre. Bon, Philippe Bilger, puisque je vous tiens, je vais vous demander tout à l'heure de faire des cas de figure, dans des cas concrets. Pour l'instant, voilà, on réfléchit 2 minutes et on se retrouve dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas, c'est l'excellent, redouté, très estimé Philippe Bilger. Les mots ont un sens, Philippe Bilger, magistrat, ministre. Ministre, c'est mineur, c'est le serviteur. Ouais, qui se prend souvent pour un magistrat. Le magistrat, c'est magistère, donc en latin, c'est le maître. Qui se prennent parfois pour des ministres. Il y a eu confusion des genres. Mais c'est le gros problème dans les institutions et dans la vie. Il y a 2 défauts que j'exècre au plus haut point. La vanité et le mépris. Et souvent, ça va de pair, évidemment. Mais vous avez raison. Il faut se rendre compte que la seule légitimité qu'on a, pas seulement comme magistrat ou comme ancien magistrat, je dirais même comme journaliste dans toutes les fonctions qui ont pour vocation d'être en rapport avec l'espace public, c'est d'être au service d'eux. Ça me paraît fondamental. Vous arrivez au parquet de Paris en tant qu'avocat général auprès de la cour d'appel, à la cour d'assises. Alors, d'abord, je suis au parquet de Paris, donc au parquet de Paris. Je suis. En quelle année arrivez-vous au parquet de Paris? Vers d'abord 72, je pars vers 1980. Parce que je suis sanctionné. À l'époque, je devais partir en 1980 à Paris, et comme j'avais écrit un article sulfureux dans Libération, je suis maintenu 1 an de plus à Bobigny, évidemment sans procédure disciplinaire, et donc j'arrive à Paris en 81. Qui est avocat général? C'est Pierre Arpaillange peut-être, ou Robert Boucherie? Boucherie, absolument. Bon, il y a eu quelques ténors ensuite dans le parquet parisien. Oui, alors, je vais vous citer des noms que vous avez connus. Pierre Truche,
Oui, alors c'est Jean-François Burgelin. C'est celui que j'ai le plus respecté. Jean-Louis Nadal. C'était des personnalités quand même. On Nadal, les entend. absolument. Oui. Pierre Truche, une sensibilité de gauche, mais c'est probablement l'homme que j'ai le plus respecté parce que on pouvait dialoguer. Jamais cet être-là n'aurait asséné une injonction. On pouvait discuter. Alors d'autres, c'était plus difficile. Jean-Louis Nadal, plus controversé. Oui, mais j'ai eu de bonnes relations avec lui et j'ai failli passer sous des fourches disciplinaires avec Rachida Dati et Ali Omari, qui était une catastrophe, objectivement. Avocat général, poste toujours controversé parce qu'on les soupçonne toujours d'être aux ordres ou pas aux ordres du pouvoir ou de voilà. Mais et ils prennent des décisions de justice qui sont je n'ai jamais eu de problème, Perico, sur ce plan-là, parce que je ne faisais que cela. Donc j'étais plus de 20 ans uniquement voué à être aux assises et les gens qui me connaissaient, même qui ne m'aimaient pas, m'imputaient 1000 défauts, mais au moins ils savaient que je disais ce que je pense, et d'où aussi le fait que j'étais invité dans les médias bien avant la cour d'assises, non pas parce que j'exerçais une fonction officielle, mais parce que les journalistes savaient qu'au moins je dirais la vérité selon moi. Je me souviens de vos débuts, Philippe Bilger, sur les antennes et sur les ondes, à l'écran. Je me souviens autour de moi, des gens s'étonnaient que vous puissiez avoir cette liberté de parole. Ils se demandaient seulement comment votre autorité vous autorisait à aller. Alors vous étiez tenu à un droit de réserve, surtout quand vous étiez en activité. Vous arriviez à faire, j'allais dire, le juste équilibre entre le fait de vous exprimer sans pour autant trahir des secrets professionnels. J'espère y être arrivé. C'est-à-dire que je faisais un partage absolu entre la pratique professionnelle, le ministère public que j'étais dans les affaires criminelles ou correctionnelles, et bien sûr ce que j'avais le droit de dire en dehors de ma pratique professionnelle. Et donc, lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République et que en permanence justice et politique se mêlaient, il était très simple pour moi de cliver les deux domaines et de parler en tant que citoyen avocat général, et pour le reste, je respectais évidemment la tenue et la déontologie qu'imposait la pratique professionnelle que j'avais. Il est vrai, ou est-il vrai, Philippe Bilger, que parfois la magistrature, et notamment au parquet, voire les juges d'instruction, on n'en a pas parlé mais c'est aussi un troisième élément, ont pu avoir besoin de faire passer ou filtrer certaines informations pour que l'affaire aboutisse, pour que la vérité éclate au grand jour, parce que s'ils s'en tenaient à la hiérarchie, on n'en aurait jamais rien su. Alors là, je dirais qu'il y a eu une forte évolution en 40 ans. Quand j'ai commencé dans la magistrature, et je l'avoue, j'ai parfois usé de certains médias pour faire plier une hiérarchie qui ne souhaitait pas faire avancer une procédure pour advenir à une vérité qui aurait pu être gênante. Mais ça a beaucoup changé après. Aujourd'hui, le magistrat, me semble-t-il, qui décide de violer le secret de l'enquête ou de l'instruction commet une grave erreur, parce que ça n'est plus nécessaire, véritablement. Et donc, nous devrions être beaucoup plus sévères à l'égard de toutes ces violations qui, évidemment, constituent des ruptures graves par rapport à une pratique professionnelle de rectitude. Je vous entraîne un petit peu sur le terrain politique, deux faits d'actualité. Quand Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, suggère que l'on repense l'état de droit, non pas pour remettre en cause l'ordre républicain ni la démocratie, mais peut-être il n'était pas adapté, j'en discutais tout à l'heure avec Étienne Blanc, sénateur et républicain au Sénat, qui propose une proposition de loi sur l'entrisme islamiste. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, et c'est le magistrat qui va parler, est-ce qu'on peut repenser l'état de droit aujourd'hui sans porter atteinte aux libertés démocratiques? Ah mais moi je le souhaiterais. Il est évident que Bruno Retailleau qui s'est fait lyncher pour avoir dit ça. A eu totalement raison, et parce qu'il avait totalement raison dans notre monde à la fois aveuglé et frileux, il a été, comme vous le dites très bien,
vilipender, mais cela fait longtemps que je considère que notre conception formelle et abstraite de l'état de droit est une absurdité. Je dirais l'état de droit n'est pas uniquement destiné à sauver la mise aux coupables, aux soupçonnés, aux mises en cause, aux transgresseurs. Comme l'a dit Bruno Retailleau, il y a une majorité d'honnêtes gens, c'est à leur service que l'état de droit doit être mis, et ça veut dire qu'il faut fondamentalement, on garde un socle qui ne doit jamais bouger, et pour le reste, on doit l'adapter à l'évolution d'une société. Et il est évident qu'on ne traite pas l'état de droit de la même manière lorsqu'il est rapporté à une société de tranquillité et de pacification, ou à une société de terrorisme où le vivre ensemble est complètement déchiqueté. Un juge n'est jamais qu'un applicateur de la loi. On est bien d'accord au départ. On leur reproche souvent d'ailleurs, on l'a vu à propos justement de certaines mises en examen récentes avec des exécutions provisoires de peine. Vous auriez été, vous répondez si vous voulez, mais je sais que vous allez le faire, vous auriez été à la place de votre... C'était un homme, je crois, qui requérait dans le dossier Sarkozy sur l'affaire libyenne. Vous auriez requis à peu près la même chose ou... J'aurais probablement été... Parlez librement, ils ont été très bons, hein, les deux avocats généraux. J'aurais été au siège, je n'aurais pas nécessairement... La détention n'était pas nécessaire, de mon point de vue, même si après... On parle bien d'exécution immédiate. Elle a duré très peu de temps, et heureusement, il a été libéré, ce qui n'a pas créé, ça n'est pas Mandela, ni Dreyfus, hein, il faut être clair. Mais il est évident que l'exécution provisoire qui a été votée par le Parlement, eh bien, elle pose réellement un problème. À la va-vite et dans des circonstances à cause de l'affaire Cahuzac, imprudemment. C'est sûr, pour Nicolas Sarkozy, pour Marine Le Pen, c'est une manière un peu désinvolte et précipitée de s'épargner l'embarras de la réflexion en disant... On a l'exécution provisoire, on verra après l'appel, mais ça porte atteinte profondément à ce qu'on appellerait une véritable justice. Ça ne retire rien à leur responsabilité acquise ou supposée, et la Cour d'appel en tranchera. Donc vous considérez qu'il y a quand même une décision un peu symbolique d'humilier le personnage en le faisant passer par la case prison. Mais elle a eu un double effet pervers, d'abord évidemment sur le plan de notre conception de la justice, et surtout la discussion sur l'exécution provisoire a complètement occulté le débat sur la validité du jugement qui, contrairement à ce qu'on prétend, a été d'un pointillisme juridique absolu et qui a été plutôt indulgent à l'égard de Nicolas Sarkozy. Donc évidemment, je n'ai pas pu le dire ou trop peu, parce que l'exécution provisoire bouchait tout l'horizon judiciaire. Situation qui aurait été impensable dans les années 70 ou 60. La configuration ne se serait jamais présentée. Bien sûr, et puis surtout, mais en même temps, il est étrange de devoir convaincre Péricot que lorsqu'on a du pouvoir, lorsqu'on a des privilèges, lorsqu'on a des devoirs, et que si on les viole parce qu'on est au plus haut niveau, il est normal que la sanction soit la plus élevée possible en tenant compte de la mesure, tout de même. Et pourtant, cette évidence n'est pas bien comprise. En permanence, on réfère pour se plaindre des sanctions contre les puissants aux voyous qui ne seraient pas assez punis. Mais au fond, c'est très offensant pour ces gens de pouvoir. C'est très clair. Vous restez avec nous et avec Philippe Bilger. On se retrouve dans quelques instants et nous poursuivons cet échange passionnant. Et c'est le moment ou jamais d'appeler, d'échanger avec Philippe Bilger au 0826 300 300 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio, votre avis dans tous ses états. Nous sommes avec Philippe Bilger, que vous pouvez appeler au 0826 300 300. Il m'a promis qu'il ne vous mettrait pas en examen, quelle que soit la question. Vous lui poserez. Philippe Bilger, vous êtes un ancien magistrat. Je crois c'est un peu comme un médecin, on le reste toute sa vie. Dans son âme, veut dire une lecture de la justice et du droit. Vous êtes sur les plateaux aujourd'hui de
télévision et les médias depuis longtemps. Vous êtes une des voix de la France qu'on en écoute, et même, je le sais, de gens qui vous connaissent et qui vous suivent depuis longtemps, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec vous, ils savent que vous parlez beaucoup plus avec vos convictions et jamais avec vos certitudes. Oui, et puis surtout, j'attache une importance considérable, Perico Légas, à ce partage très net que j'ai toujours fait entre la contradiction, la contestation des idées ou l'adhésion que j'ai à leur égard et l'hostilité personnelle. C'est pour cela que parfois je me sens en porte-à-faux dans le monde médiatique et politique d'aujourd'hui. Ça n'est pas parce que je ne suis pas en accord avec certains propos, certaines personnalités de LFI que je les déteste sur le plan humain. Je ne supporte pas cette manie contemporaine de vouloir mettre tout le monde dans le même sac et d'engloutir dans l'opprobre aussi bien la personnalité que ce qu'elle pense et ce qu'elle propose. Pour autant, vous convenez qu'il y a aujourd'hui un tribunal de la pensée, soit à l'encontre des médias, soit à l'intérieur des médias, où l'on prend des jugements avec des positions qui sont non plus éditoriales mais idéologiques, et du coup, au contraire, l'opinion publique peut dire tel média est orienté, et tel média dénonce un autre média, on est dans l'actualité, on ne va pas citer de cas. Alors là, c'est autre chose. Ça vous interpelle ou non? Oui, bien sûr. En même temps, naïvement, j'étais prêt à y voir un petit progrès, c'est-à-dire que ces médias, enfin, sortaient d'une sorte d'inconditionnalité corporatiste. Ils se rentraient, pardonnez-moi l'expression vulgaire, dans le lard réciproquement, mais ça prend une tournure qui devient... Mais ça devient des tribunaux. Certains plateaux sont des tribunaux. Voilà, et personne n'est irréprochable. Avec réquisitoire, quelquefois extrêmement violent, plaidoirie bien sûr, et réquisitoire. Aucun média ne peut donner des leçons aux autres. C'est un vrai problème. Philippe Bilger, il y a Sophie qui nous appelle de Béziers. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Vous allez bien, Sophie? Oui, je vais bien. Bon. Bonjour à vous et bonjour à monsieur Philippe Bilger. Il est à votre écoute, Sophie. Qu'est-ce que vous voulez demander à Philippe Bilger? C'est simplement un petit point de vue, c'est-à-dire que je pense que la justice, là, vous parlez de parquet, vous parlez d'assises, etc. Mais je voudrais parler de la justice des petits gens comme moi, comme voilà. Bien sûr. On arrive dans un tribunal, je peux vous dire que c'est une vraie machine à broyer les gens. Déjà parce que dans notre vie, on nous a appris à écrire, à lire, mais on nous a pas appris le droit. Et ça fait 15 ans, donc je suis dans une affaire juridique et j'ai beaucoup appris. J'ai eu des jugements, alors un avec l'autorité de la chose jugée qui est protégée par la Constitution. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Au bout de 15 ans, j'ai appris. Ensuite, j'ai eu une première instance, puis j'ai eu un appel. Maintenant, je vais avoir un pourvoi en cassation. Vous vous y perdez un petit peu, si je comprends bien. Alors, maintenant, je commence à comprendre, mais les rouages aussi, parce que la base, c'est d'avoir un bon avocat. Et dire avoir un bon avocat, malheureusement, des fois, c'est devoir le payer cher. Pour autant, est-ce que vous avez encore confiance dans la justice de votre pays, pour consacrer l'expression? Non, parce que je vais vous dire, si je perds en cassation, je vais aller me coucher dans la cour de cassation. Parce qu'en fait, des fois, c'est les avocats qui nous représentent, mais ils ne nous représentent pas nous. Ils représentent pas ce qu'on a dit. Ils vont, pour peu qu'il y ait encore des arrangements entre les avocats, parce que personne ne me fera dire qu'il n'y a pas, à un moment donné, des failles, ne serait-ce que dans la défense. Bon. Voilà. Philippe Bilger va vous répondre sans connaître le fond de votre affaire, mais sur le principe, est-ce que le malaise de Sophie, vous le comprenez? Oui, alors Philippe d'une part, je trouve très regrettable, évidemment, le point de vue de Sophie qui dit, et je sais que certains le partagent, que la justice peut broyer, qu'elle est très intimidante. Ça s'est vu. Parce qu'en effet, et c'est très dommage, parce qu'il est très facile... Oui, vous ne le niez pas. Vous dites que c'est dommage que ça existe. Et il
est pourtant très facile de montrer le respect à tout citoyen qui est obligé d'aller vers la justice. Il y a 1000 manières de lui faire perdre cette timidité devant l'institution. Et puis sur le second plan, je ne peux pas évidemment répondre en connaissance de cause à Sophie parce que j'aurais besoin par une sorte de passion de la contradiction. Mais sinon, si j'étais en charge de quelque chose, et j'ai tout tenté de le faire quand j'étais magistrat, c'est de montrer aux citoyens à quel point la justice est une institution pour lui et pas contre lui. Et pourtant, vous avez des gens qui vous disent le moins on y passe, mieux on se porte, parce qu'il y a des cas de figure où effectivement ça peut être très douloureux. Il y a en même temps des plaideurs d'habitude, c'est une catastrophe, mais je veux dire, le magistrat devrait être obsédé par le citoyen quand il agit. Non, est-ce que vous savez très bien, quand on lit un jugement, c'est un charabia que seuls les juristes peuvent comprendre. On reçoit des jugements, on ne sait même pas. C'est du français du XIIIe siècle. Oui, mais là, Sophie, les avocats sont là pour ça, justement. Et heureusement que les textes de droit sont rédigés de façon précise et en fonction du droit. Mais enfin, on vous comprend. Mais merci, Sophie, pour votre témoignage. Philippe Bilger, on va aller sur des principes fondamentaux. Nous sommes encore en démocratie, oui, même si certains nous disent attention, elle est un peu abîmée. Liberté d'expression totale, oui, mais là aussi, il y a des marges qui commencent à se resserrer un petit peu. Liberté d'expression qui est, je dirais, une passion cardinale chez moi. Je constate tout de même que il y a une légère dérive très étonnante. À la fois, on est prêt à considérer que les critères pour la liberté d'expression ne doivent plus être les critères évidents de la fausseté ou de la vérité, de l'écrit ou du... Mais est-ce que ce qu'on dit est décent ou non? Ce qui est tout à fait différent. Et donc, parfois, j'ai l'impression qu'on touche à l'essentiel de la liberté d'expression et qu'en même temps, on s'émeut pour des choses parfaitement dérisoires. Avec un niveau culturel souvent défaillant, vous êtes d'accord? Et donc, la liberté d'expression, et je suis heureux de la défendre dans une radio que j'aime profondément et dont le slogan « Parlons vrai » est authentiquement vécu chaque jour. Je le sais pour l'éprouver et c'est quelque chose qui, pour ceux qui y travaillent, est fondamental. Vous avez toujours jugé vrai, maintenant vous parlez vrai. Parce qu'on parle libre d'abord. Voilà, et bien c'est pour ça que nous sommes sur Sud Radio et on s'en réjouit. Merci Philippe Bilger d'avoir accepté cette invitation. J'aurai certainement l'occasion de vous réinviter pour éclairer nos consciences sur le bien fondé de certaines affaires. À très bientôt. Merci. Sud Radio.